Alors, on va faire une intervention à deux voix. Donc, je commence par donner la parole à Elisabeth, qui ensuite me repassera le micro. Et ensuite, je lui repasserai. Je souhaitais à mon tour, avant de vous raconter l'histoire de Paulette avec Catherine, rendre hommage aux mères de la Shoah de ma famille, à mes arrière-grand-mères. Donc la première, Judith, une juive turque, qui est arrivée en France au milieu des années 20, abandonnée par son mari au début de la guerre, a eu le courage de cacher ses deux filles dans un couvent catholique, dont ma grand-mère donc, alors qu'elle-même résistait dans la capitale. Et l'autre, Estréa, était une juive de Rhodes. Elle fut déportée avec ses 4 enfants cadets, gazée à Auschwitz avec les 2 plus jeunes, âgés de 8 et 10 ans, alors que les 2 plus âgés, dont mon grand-père, sont revenus. Et c'est grâce à leur courage à tous que je suis là pour vous parler aujourd'hui. Merci Elisabeth. Alors, on voulait déjà vous remercier les organisateurs de ce colloque de nous avoir invités, et Nathalie Zage en particulier, donc, quand elle nous a proposé d'intervenir sur les mères de la Shoah. Je pars pas assez près du micro. Nous avons immédiatement pensé à Paulette, une femme exceptionnelle que nous avons suivie en binôme à domicile pendant les 3 dernières années de sa vie. Elle nous avait quittés quelques mois plus tôt et nous voulions lui rendre hommage, d'autant plus que son histoire de survie en région parisienne pourrait s'intituler « Une mère et une fille dans la Shoah ». Un souvenir frappant de son récit: sa mère, séparée de ses 3 enfants, cachée pendant 2 ans avec 3 autres femmes dans une chambre de bonne dans le 11e arrondissement de Paris. Et, malgré le danger, Paulette, 14 ans, prenant avec elle son frère cadet et leur petite sœur pour se rendre régulièrement en train du Val d'Oise, où la fratrie était elle-même cachée, à la capitale pour voir leur mère, leur mamée, dans sa planque. Celle-ci se débrouillait toujours pour mettre quelque chose de côté pour ses enfants. Elle les nourrissait à chaque visite. Paulette était marquée par le souvenir d'avoir eu faim chez la femme qui les cachait. Elle ne disait pas à cette dernière qu'ils allaient voir leur mère. Le prétexte était la visite d'un grand cousin, français, parisien, qui était venu les voir une fois chez cette dame. Malgré le danger encouru, il est possible de penser que ces visites orchestrées par la mère et sa fille leur ont permis à l'une comme à l'autre de tenir. La mère de Paulette, que nous allons appeler Frouma, ne savait pas où son mari avait été emmené. Elle n'avait pas réussi à le convaincre de rester caché, et il s'était fait embarquer par la police française. Sans lui, emmurée dans sa chambre de bonne, elle semble avoir décidé de garder elle-même un œil sur ses enfants, de conserver son rôle de mère, quoi qu'il arrive. Après la guerre, le père de Paulette n'est pas revenu de déportation. Mère et fille se sont retrouvées dans une sorte de face-à-face douloureux, à la fois très proches et étrangères. À la fin de sa vie, Paulette restait préoccupée par ce lien entre elle et sa mère, comme une énigme non résolue. Elle voulait écrire l'histoire de ses parents, mais aussi s'adresser à eux, sans y parvenir. Les mots ne sortaient pas. Comme s'il lui était impossible d'écrire sa vérité sans les trahir. D'une certaine manière, Paulette a choisi la fidélité à sa mère jusqu'au bout. C'est ce que nous souhaitons vous raconter aujourd'hui. Nous rencontrons Paulette lors de consultations à domicile. Ce cadre d'intervention est mis en place par le Centre Georges Devreux auprès des survivants de la Shoah depuis 2018. Il fait partie du dispositif de prise en charge des survivants et des descendants de survivants dont Nathalie vous a parlé tout à l'heure, initié donc par notre équipe depuis de nombreuses années maintenant.
À l'heure actuelle, les survivants et leurs familles peuvent être accueillis au sein de consultations individuelles ou familiales, au centre ou à domicile, et aussi au sein du groupe de parole, au mémorial de la Shoah. Paulette nous a été adressée par Passerelle, un service national d'écoute et d'orientation téléphonique dédié aux survivants de la Shoah et à leurs familles du FSJU. Ce service, donc, craignant l'effondrement psychologique de cette femme âgée, nous avait contactés suite au décès brutal et inattendu de son fils. Mère endeuillée, lorsque nous la rencontrons, Paulette nous a accueillis avec chaleur et douceur, au vu des circonstances, et s'est montrée d'emblée ouverte à la conversation, malgré une pudeur certaine liée à son éducation. À 90 ans, elle paraissait plus jeune que son âge, était toujours soignée, avait le regard vif et curieux, le vocabulaire soutenu, mais pas pédant, et un très bon sens de l'humour. Elle est née à Paris, de parents originaires de Varsovie. Paulette nous relatait l'ambiance dans laquelle avait grandi sa mère à elle, donc Frouma, issue d'une famille chassidique de Pologne. La mère de ma mère était très croyante, disait Paulette. Et ma mère, je pense qu'elle croyait encore un peu. Elle faisait kippour et les fêtes, mais après la guerre, elle avait renoncé à manger cachère. Malgré tout, elle avait conservé l'éducation reçue. Elle était prude aussi. Si elle avait pu voir les publicités d'aujourd'hui sur les serviettes hygiéniques, elle aurait trouvé ça honteux. Pourtant, elle avait évolué par rapport aux pratiques religieuses de sa famille. Elle voulait travailler, par exemple. Elle allait danser en douce. Mon grand-père n'était d'ailleurs pas d'accord. Elle était jolie, ma mère, et il lui disait « J'aurais préféré avoir une fille bossue ». Ça l'avait marqué. Dans sa famille, à partir de 8 ans, on n'abraçait plus les parents, on leur baisait la main et on leur parlait à la troisième personne. Côté paternel, c'était également des juifs religieux, mais leur monde était plus modeste et chaleureux. Moïse, le père de Paulette, était commerçant. Frouma et Moïse ont fait un mariage d'amour à Varsovie, avec l'accord de leurs familles respectives. Après la naissance du premier enfant du couple, Moïse, ne voyant plus de perspective pour sa famille en Pologne, entreprend de rejoindre un de ses oncles aux USA, laissant alors sa femme et son nouveau-né. Nous sommes en 1925. Lors de son périple, il passe d'abord par la France. Pour Paulette, son père était le plus intelligent et instruit de tous. C'était un homme du livre, un intellectuel qui étudiait beaucoup et qui encourageait ses enfants à lire. Jeune adulte, Moïse avait rejoint le Bund, mouvement socialiste juif, mais il restait respectueux des traditions juives. À son arrivée en France, Moïse s'éprend de Paris, et ce qui devait être une étape devint un projet. Pendant 2 ans, alors que Moïse habitait chez des cousins paternels et travaillait dur dans une maroquinerie, Frouma, donc sa femme, restée en Pologne, traversait des moments terribles. Elle enterrait seule leur premier fils. Sa tombe est en Pologne, ma mère ne m'en parlait jamais. Elle devait porter ça en elle, nous dit Paulette. Frouma a rejoint Moïse en 1927 à Paris. Lorsqu'elle arrive en France, on peut seulement imaginer l'état psychique de cette jeune femme, restée seule à Varsovie après le départ à l'étranger de son mari et la mort de leur enfant. Le couple occupe alors un petit logement dans une rue du 11e arrondissement à Paris et où vit également une partie de la famille de Moïse. Donc Paulette, née 1 an plus tard, en 1928, son frère et sa sœur la suivront de près. Son premier souvenir d'ailleurs remontait à la naissance de sa cadette, la 3e de la fratrie, lorsqu'elle-même avait été confiée à une nourrice. Frouma rendait visite à sa fille aînée tous les samedis. Je l'attendais devant la grille, je rêvais de rentrer à la maison, se souvenait Paulette. Elle nous racontait qu'elle recherchait l'affection de sa mère, mais le plus souvent, Frouma la lui refusait. Peut-être parce que Paulette était une fille et qu'ainsi elle usurpait la place de son frère aîné disparu.
À en croire la manière dont, aux yeux de Paulette, sa mère privilégiait son frère puiné, l'hypothèse est plausible. Inutile de rappeler ici l'importance des garçons dans la culture traditionnelle juive. Mais il est aussi possible que Frouma, au travers de son exigence à l'égard de sa fille aînée, la préparait tout simplement à sa future vie d'épouse et de mère juive, sans doute comme elle l'avait été elle-même par sa propre mère. Quoi qu'il en soit, l'enfance de Paulette était celle de beaucoup d'enfants d'immigrés juifs polonais à l'époque de l'entre-deux-guerres, installés dans certains quartiers populaires parisiens. Une vie juive très animée, où on parlait yiddish, y compris dans les commerces. Paulette gardait des images très nettes de son enfance, qu'il s'agisse de ses premiers mois à l'école, où elle a découvert le français, car elle-même ne parlait que l'yiddish, ou de la vie des familles du quartier. La fratrie était inscrite à de nombreuses activités, faisait du théâtre ou de la chorale dans la langue de leurs parents, qu'ils apprenaient également à écrire. À l'école, nous racontait Paulette, on était un peu en décalé avec les autres enfants, par exemple. Ma mère, qui ne parlait pas français, ne venait pas nous chercher. Je devais demander à des adultes dans la rue de nous aider à traverser, mon frère et ma sœur et moi, 4 fois par jour. Puisque comme nous mangions cachère, nous déjeunions à la maison. À midi, de la viande, et le soir, c'était les laitages. En dépit de ce décalage qu'elle ressentait à l'école, elle adorait se rendre au patronage, et le milieu yiddish de ses parents lui a toujours semblé naturel et facile. Son père, dont elle était très proche, l'emmenait dans les manifestations du Front populaire. Il recevait beaucoup d'amis chez lui et Paulette ne manquait rien de leurs discussions. La famille vivait modestement dans un petit espace avant de déménager dans un appartement plus spacieux, toujours dans le 11e. Lorsqu'enfin j'ai eu l'impression que les choses s'installaient un peu plus confortablement, la guerre a démarré, se souvenait Paulette. Vers la fin des années 30, la famille avait eu vent de la situation par les journaux yiddish. Pour son père, ce qui arrivait en Pologne ou en Allemagne ne pouvait pas se produire en France. Quand les bombardements ont commencé, la famille est d'abord évacuée à Vierzon. Pendant une semaine, tous dorment dans une étable, à même la paille, dans l'inconfort le plus total. Frouma, la mère de Paulette donc, ne supporte pas longtemps ces conditions et décide de rentrer avec ses enfants à Paris. En août 1941, lors des arrestations du 11e arrondissement, Moïse est pris et emmené à Drancy, où il restera 3 mois. C'est le choc pour Frouma et ses enfants. J'étais malheureuse comme les pierres, racontait Paulette. À la rentrée des classes, Frouma inscrira ses enfants une semaine à la cantine. Fait inhabituel et marquant pour la petite Paulette d'alors. Pendant ce temps-là, elle cherche à faire libérer son mari. Au bout de 3 mois, elle y parviendra. Et pour des raisons médicales, il sera libéré. Paulette se souvenait parfaitement du retour de son père à la maison, très amaigrie et cassée moralement. Elle l'avait à peine reconnu. L'été suivant, donc 1 an plus tard, la veille de la rafle du vélodrome d'hiver, du 16 juillet 1942 à Paris, la famille entendit des rumeurs d'une grande arrestation. La mère de Paulette voulait fuir, mais Moïse, libéré une première fois de Drancy, se pensait à l'abri. Quand par la fenêtre, ils ont vu les policiers dans la rue, ils se sont précipités à la cave, où ils se sont terrés de nombreuses heures dans une attente silencieuse, pesante et interminable. Après de nombreuses péripéties durant plusieurs jours, lors desquelles les enfants ont été séparés de leurs parents, une famille juive française qui partait en zone sud a laissé son appartement aux parents de Paulette et à 2 autres familles, cachées elles aussi. Après quelques semaines, Moïse et les 2 autres hommes décideront de sortir de leur cache pour chercher du travail. Ils seront tous 3 arrêtés. Moïse est interné une seconde fois à Drancy. Cette fois-ci, il ne pourra pas en ressortir et sera déporté à Auschwitz le 31 août 1942 par le convoi 26. Après l'arrestation de son mari, Frouma, atterrée, cherche à mettre ses enfants à l'abri.
Paulette restera encore quelque temps avec elle pour l'aider. Je rappelle qu'elle ne parle pas un mot de français. Alors que, par le centre de l'UGIF de la rue Lamarck, son frère et sa sœur sont placés dans une famille en région parisienne. Paulette les rejoindra ensuite avec l'aide de la Croix-Rouge. Frouma, quant à elle, trouvera à se cacher dans une chambre de bonne, très étroite, aux fenêtres closes, avec 3 autres femmes. C'est une employée polonaise non juive de l'épicerie cachère du coin qui louait cette chambre à son nom. Et Frouma y restera 2 ans sans jamais sortir. Je passe la parole maintenant à Elisabeth pour la suite. Pendant 2 ans, jusqu'à la fin de la guerre, les 3 enfants sont restés au même endroit. Nous étions cachés dans une famille. La mère s'appelait Lucienne. Je la vous voyais. Elle avait été marchande aux 4 saisons à la Bastille. Elle était divorcée, avait un fils d'un premier mariage et avait 3 autres enfants d'une seconde union, dont le dernier est né quand j'étais là. Nous n'avions pas de lien avec eux, si ce n'était le temps des repas. Lucienne imitait toujours ses anciens clients juifs, leur accent quand ils parlaient en français. Elle était manipulatrice, voleuse, profiteuse. Ce n'était pas quelqu'un de gentil. Elle nous donnait très peu à manger et elle me faisait travailler avec elle le soir et les week-ends pour gagner quelques sous. Ça, c'est ce que nous racontait Paulette. Lucienne percevait pourtant une pension de la Croix-Rouge pour l'entretien de la fratrie. Quand Frouma est venue chercher ses enfants, quelques mois après la libération, Lucienne ne voulait pas laisser partir Paulette, non pas par affection, mais par intérêt. L'adolescente qu'elle exploitait lui était très utile. Après-guerre, Paulette n'a jamais voulu revoir ces gens. Durant toute cette période, Paulette était scolarisée dans une école catholique à 4 kilomètres de chez Lucienne. Elle conservait un bon souvenir des bonnes sœurs. Dans l'établissement, tous savaient qu'elle était juive, mais elle n'a pas été dénoncée. Si ces journées et soirées bien remplies lui occupaient l'esprit, dès qu'elle se couchait dans le petit lit, blottie avec sa sœur, les images et les souvenirs de sa vie d'avant défilaient devant ses yeux, l'empêchant de s'endormir. L'appartement familial, son père, ses amis, son école. Pendant ces 2 longues années de séparation, de terreur et d'obligation de se cacher, Paulette, qui se décrivait comme une enfant plutôt timide, a été chargée par sa mère de veiller sur son petit frère et sa sœur en son absence. Elle se sentait investie d'une responsabilité maternelle qui, plutôt qu'un poids, semble avoir renforcé psychiquement durant ces années terribles. Suffisamment en tout cas pour qu'elle parvienne à braver la peur avec son frère et se rendre avec leur petite sœur à Paris, dans leur ancien quartier, pour voir leur mère. Nous devons souligner que nous n'avions jamais entendu un tel témoignage auparavant. Les enfants cachés ont souvent été marqués par une rupture totale de lien avec leur mère, vécue le plus souvent comme un abandon. Paulette racontait que sa mère, séparée de ses enfants, se préoccupait énormément de savoir s'ils mangeaient à leur faim. Elle avait appris par l'intermédiaire du cousin par alliance français de son mari que Lucienne ne leur donnait pas de goûter. Elle avait alors chargé ce cousin de donner des sous à Lucienne. Celle-ci avait empoché l'argent sans leur donner à manger. C'est à ce moment-là que Frouma semble avoir pensé qu'il fallait qu'elle voie ses enfants pour les nourrir elle-même, malgré le risque, se fiant peut-être à ses intuitions, toujours bonnes. Elle a manifestement estimé que c'était le seul moyen pour elle de veiller sur eux, et sûrement aussi de préserver sa propre santé psychique. Comment faisait-elle pour avoir cette nourriture ? S'est demandé Paulette jusqu'à la fin de sa vie. Elle n'a jamais pensé à interroger sa mère à ce sujet. Nous faisons l'hypothèse que c'est durant cette période de frayeur que le maintien à toute épreuve du lien maternel entre Frouma et ses enfants a scellé la nature du lien mère-fille que Paulette entretiendra toute sa vie avec sa mère. Un lien complexe, fait de dévouement, d'obéissance pouvant aller jusqu'à la soumission et aussi de ressentiment.
Au lendemain de la Shoah, du côté maternel, tout le monde était mort en Pologne. Frouma était la seule survivante de toute sa famille. Du côté paternel, des oncles et des tantes ont survécu, tous immigrés à l'étranger, dont certains en Israël, avec lesquels Paulette avait gardé un lien étroit. Mais son père, lui, n'était pas revenu. Comme beaucoup d'enfants de déportés juifs, Paulette, pendant des décennies, a attendu, espéré, rêvé le retour de son père adoré. Et comme beaucoup d'enfants cachés, Paulette imaginait souvent la vie très différente qu'elle aurait eue et qu'elle aurait menée si son père était resté en vie et s'il avait été à ses côtés. Intellectuellement, elle comprenait très bien les difficultés de sa mère après la guerre, veuve avec ses 3 enfants adolescents. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de la colère et de lui en vouloir. D'une certaine manière, de l'avoir entravée dans sa propre vie de femme, ce qui lui conférait, en même temps, un sentiment très fort de trahison. Paulette aurait voulu étudier, mais sa mère n'avait vraiment pas les moyens de lui payer des études. Envisageant alors le mariage comme une possibilité d'émancipation, la jeune femme s'est mariée à 20 ans avec un autre enfant caché, orphelin de père, comme elle. Mais les tempéraments étaient opposés et la vie du ménage sera difficile. Dès les premières années de cette alliance conflictuelle, elle a tenté de quitter son mari, mais elle a été poussée par sa mère à rester. « On ne quitte pas son mari, ça ne se fait pas », lui sommait-elle. Paulette était incapable de s'opposer à la volonté de sa mère. Le couple a donc eu 3 enfants, 2 fils et une fille, et une petite fille, dont Paulette était très proche. Après un accident qui a failli lui coûter la vie, Paulette s'est affranchie du diktat de sa mère et à 40 ans, elle a divorcé. Elle n'a jamais refait sa vie pour autant, mais elle a pu voyager, se rendre en Israël avec sa mère, puis avec sa fille. Elle a appris l'hébreu, qu'elle parlait très bien. Durant nos entretiens, même dans les affres des premiers temps du deuil de son fils, quelques mots échangés en hébreu ou en yiddish suffisaient à lui faire retrouver le sourire. S'il n'en tenait qu'à elle, elle aussi aurait fait son alia, comme l'avait fait sa petite sœur, beaucoup plus libre qu'elle. Mais Paulette ne pouvait pas envisager de laisser sa mère en France, même si son frère et sa belle-sœur étaient restés parisiens. On peut imaginer que la mère de Paulette, Frouma, cette juive polonaise transplantée, n'avait pas réellement quitté son monde lorsqu'elle a rejoint son mari à Paris en 1927. Pendant près de 15 ans, elle a évolué strictement dans un milieu yiddishisant. Elle n'a appris les rudiments de français que pour survivre pendant les 2 ans où elle était cachée. Son univers a irrémédiablement été détruit par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Seule survivante de toute sa famille, seule représentante d'un monde à jamais disparu, dans l'après-guerre, elle est restée comme figée dans un temps suspendu. Sans doute attendait-elle le retour de son mari ou d'autres membres de sa famille, même des années plus tard. Ces morts, qui sont des absents toujours très présents, des sortes de présences invisibles. Un départ aurait compromis définitivement toute retrouvaille. Paulette, sa fille, en quelque sorte, les a attendus avec elle et a continué à les attendre après sa disparition. Lors de nos années de discussion avec Paulette, elle nous a livré que ses pensées étaient plus intensément qu'elles ne l'avaient été à d'autres moments de sa vie, occupée par le passé et par la guerre. Le point le plus prégnant était sa quête pour comprendre sa mère, cette femme fière qui avait un code d'existence à la dure qu'elle s'imposait. Ces décalages à incompréhension entre les parents immigrés et leurs enfants coloraient les relations entre Paulette et sa mère. Mais ce fossé fut ici amplifié par l'après-guerre, où Frouma s'était faite plus absente. Paulette trouvait sa mère changée, comme si elle était restée avec les disparus, davantage qu'avec eux, ses enfants vivants. La Shoah a en effet séparé les familles,
créant des dissensions entre ses membres qui n'ont pas connu ou vécu la même histoire, la même trajectoire. La façon de se relier, de se sentir appartenir à la même famille, semble alors être la peur ou les angoisses. Paulette et Frouma avaient effectivement en commun cette anxiété, mais elles partageaient un autre trait, celui d'une identité juive ashkénaze, polonaise, ancrée dans celle de leurs ancêtres. En effet, Frouma évoquait sans cesse la vie en Pologne, dont elle était très nostalgique. Elle racontait ses parents, sa famille, ses traditions. Paulette en avait été très imprégnée. Alors qu'elle-même était née à Paris, elle incarnait pleinement le monde de ses parents, qu'elle connaissait et nous contait toujours très volontiers. Paulette s'était donnée pour mission, je pense, de redonner vie, représenter ceux qui n'étaient plus. Entre mère et fille, quelque chose de fondamental s'était transmis justement, que la Shoah n'avait pas empêché. L'anéantissement du monde juif ashkénaze par les nazis a brisé une longue chaîne de transmission, faisant perdre des savoir-faire et être. Or, entre Paulette et sa mère, malgré les nombreux malentendus, la chaîne n'a pas été interrompue. Elle a continué à être une force active. Alors que les nazis ont fait de l'identité juive une identité se définissant par la négativité et cassé les fondements même de l'être juif, en brisant les communautés, les êtres, en interdisant les rites, en bafouant même les morts. Il aurait été presque normal que Frouma et Paulette soient détruites et aient écarté ce judaïsme, source de malheur et de frayeur. Pourtant, malgré les traces indéniablement laissées par la guerre sur leur destinée, Frouma et Paulette ont réussi à reconstruire une existence. Paulette, grâce aux forces de ses parents, notamment celle de sa mère, qui lui a inculqué le courage de surmonter la peur en pleine guerre. Grâce aussi aux liens indestructibles, forgés et préservés tout au long de sa vie avec sa fratrie et leur famille. Elle a su récupérer les forces de cette identité, s'inscrire dans une filiation, être fidèle à sa source, sa famille, ses morts, en appartenant à ce collectif, ce peuple qui a donné un sens singulier à son existence, refusant de se laisser envahir par la colère et l'amertume après chaque épreuve de sa vie. Nous avons été les témoins privilégiés du combat de Paulette pour surmonter le deuil inattendu de son fils. Elle nous a ébahis et donné une sacrée leçon de vie. Elle nous manque et nous saluons ici sa mémoire. Est-ce que celui-ci fonctionne? Oui? Bien. Alors, y a-t-il une question dans la salle? Non? Bon. Alors moi, j'en ai deux. La première, en fait, elle est née au cours de votre exposé. Paulette, dites-vous, n'a jamais voulu revoir ces gens mauvais, cette femme en particulier. Est-ce qu'elle vous a dit pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle avait décidé, en quelque sorte, de ne pas les retrouver ou être à nouveau confrontée à eux? Ou est-ce qu'elle a simplement tourné la page? Alors, pour Paulette, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les enfants cachés, il y a beaucoup d'enfants cachés qui, même quand ils ont eu une expérience positive, n'ont pas voulu ou n'ont jamais revu les gens qui les ont cachés. Pour Paulette, c'était vraiment intentionnel. Elle gardait vraiment un très mauvais souvenir de cette période de sa vie. Ça a été pour elle quelque chose de difficile pendant toute la durée de sa cache. Et elle en voulait vraiment à cette femme. Elle disait son mari, d'ailleurs, elle en parlait très peu. Nous, on oubliait qu'il y avait un mari. Elle avait été divorcée, puis elle avait un deuxième mari, en fait.
mais elle nous disait c'était une femme divorcée. Et mais on lui a dit mais elle avait un mari. Ouais, bon, mais lui on le voyait pas. Enfin, il était. Elle gardait pas de souvenir de lui, mais son lien avec cette femme elle ressentait qu'elle était méchante, quoi, et qu'elle était antisémite aussi. Donc elle a été très 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 mal dans cette famille. Je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté là-dessus, et ce qui nous avait vraiment étonné, hein, ces visites avec sa mère, ça a été pour elle, je pense, le moyen de ne pas craquer. Et après, elle ne voulait plus en entendre parler, vraiment. Et elle en parlait dans les termes qu'on vous a rapportés, quoi, que c'était quelqu'un de méchant, qui avait rien de bien, pratiquement. Hein. D'accord. Très bien, merci. Et puis, je peux poser ma deuxième question ? Donc, vous travaillez au centre Georges d'Évreux, et Toby Nathan a parlé de la culture comme enveloppe protectrice, qu'on ne peut pas dissocier du sujet. Je vous cite, Catherine Gransart. Un ensemble de codes de pratiques qui permet donc au sujet de rendre le monde intelligible et prévisible, le protégeant ainsi contre notamment le doute, l'angoisse, vous dites la perplexité, je crois. Ce rôle de la culture, donc, qu'on a aussi souligné tout à l'heure lors de l'intervention de Nathalie Zaïdé. Je voulais en fait en venir à une problématique que vous avez abordée, qui est la problématique de la douleur, d'un point de vue ethnopsychiatrique. Et vous avez évoqué une chose qui m'a interpellé. Vous dites la coupure était vécue comme abandon. Est-ce que pour vous, le rôle du soin, face justement à cette douleur, c'est de transformer en fait ce sentiment d'abandon? Alors, je vais tenter de répondre, parce que c'est vrai que quand on pense au mot abandon, on ne pense pas à quelque chose d'abandonnique comme on pourrait le penser en psychologie en général. Mais par contre, là où je peux vous suivre, c'est du côté du lien. C'est-à-dire que dans les relations, par exemple, qu'entretenait Paulette avec sa mère, si on le pense psychologiquement, de manière plus... comme d'autres collègues pourraient le penser, on va dire ça comme ça, on pourrait se demander si, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à travailler. Et je crois que ce qui était fondamental dans la prise en charge de Paulette, c'était de lui montrer justement que toutes les forces qu'elle avait tirées venaient de ce lien, et que ça avait effectivement été une protection. Là-dessus, je rejoins Monsieur Nathan. C'est-à-dire que c'est ce qui lui a permis de tenir dans son identité. Après, les identités ont été attaquées, là, collectivement, c'est-à-dire que ce qui est détruit, c'est l'identité. Les nazis attaquent l'identité juive directement, et c'est ça qui est cassé. Donc, en tout cas, les mères, et dans l'histoire de Paulette, c'est elle qui est la protection de cette identité. Après, c'est un détour pour répondre à votre question, donc je vais repasser le micro à Catherine. Alors, bon, je pense qu'en fonction aussi de l'âge des enfants, quand ils ont été cachés, plus ils étaient petits, plus effectivement ils ont vécu un abandon. Même si ce n'était pas la volonté de leur mère, hein, mais ils ont de fait ressenti ça comme un abandon, et parfois ont développé des manières de se défendre et de survivre qui font qu'ils se sont... c'est l'histoire de Sarah Kaufman, je pense que c'est un peu ils se sont attachés complètement aux personnes qui les ont recueillis, qui les ont cachés, et ensuite ils ont vu arriver leurs parents et se sont sentis une deuxième fois abandonnés parce qu'ils ont dû se séparer des personnes qui les avaient élevés pendant cette période-là. Alors, nous, l'approche qu'on met en œuvre et qui nous apprend tous les jours, en fait, hein, c'est la force des rituels, et des rituels juifs pour soigner aussi ces failles-là. On ne peut pas réparer ce qui a été cassé irrémédiablement, mais on peut redonner un sentiment de vie, d'être vivant, d'appartenir à quelque chose qui est plus fort que soi et qui était aussi
l'appartenance des parents et des grands-parents et des ancêtres, au fond. Et donc de relier des enfants cachés qui, même, et souvent c'était le cas de Paulette, elle se posait beaucoup de questions à la fin de sa vie. Beaucoup de nos usagers qui viennent au groupe de parole ou dans les consultations ont fait leur vie, ont été incroyablement résilients, ont eu un courage fou, quoi. Parce que pour moi, on vit les gens qui sont passés par la Shoah, tout le monde devrait être fou, en fait. Après avoir vécu des expériences comme celle-là, où tout le monde est devenu cinglé, et ils ont vécu des choses, et après on leur a dit, bah, ça y est, maintenant c'est fini, soyez normaux. Il faut quand même le faire. Il y a quelque chose, c'est la société qui est un peu bizarre. Ils n'ont pas été soignés, ils n'ont pas été écoutés, ils n'ont pas été entendus. Les survivants qui sont revenus, on ne voulait pas les entendre, on ne voulait pas, surtout en France, hein, c'est une spécificité particulièrement française. Et donc, les gens se sont adaptés, ont fait des vies, ont eu des carrières, enfin, pour beaucoup d'entre eux, hein, pas à 100%, mais pour beaucoup d'entre eux. Et quand ils ont pris leur retraite, souvent, hein, c'est à la retraite, ils ont plus de temps, ils ont élevé leurs enfants. Et là, ce qui s'est passé pendant la guerre, cette période d'enfants cachés, tout ce truc-là, qu'ils avaient un peu mis de côté, revient. Et ils commencent à se poser des questions, parfois à déprimer, vraiment, et à être très mal psychologiquement. Et c'est à ce moment-là qu'on peut les accompagner pour retrouver, alors souvent retrouver l'histoire très précise de ce qui s'est passé pour eux, pour leurs parents, surtout quand ils étaient très petits, mais aussi les accompagner à faire des rituels pour leurs parents et pour les morts. Et ça a une force qui nous continue à nous épater alors que ça fait des années qu'on fait ça. Hein. Donc je ne sais pas si j'ai répondu, mais ça m'a inspiré votre question. Semble. Oui. Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres... Une question de la salle? Oui. Alors, il faudrait... Ça fait plusieurs fois que vous parlez du centre Georges Devreux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Combien de personnes vous suivez? Comment ça fonctionne? Quel type d'intervention vous faites? Alors, le centre Georges Devreux, c'est un centre d'aide psychologique qui est spécialisé dans l'accompagnement des familles migrantes. C'est un centre qui a été créé par Toby Nathan, à l'université Paris 8, à Saint-Denis, en région parisienne, où on a été pendant 15 ans, et maintenant, depuis 15 ans, on est à Paris. Donc c'est un centre qui est spécialisé en ethnopsychiatrie, et donc qui s'intéresse à penser les personnes, leurs troubles psychologiques, leurs problèmes personnels, à partir de leurs attachements sociaux, c'est-à-dire à quel monde ils appartiennent, comment dans leur monde d'origine on peut penser leurs troubles et les soigner. Donc on s'intéresse à toutes les méthodes thérapeutiques, quelles qu'elles soient, pas seulement la psychologie, pas seulement la médecine occidentale, mais aussi les rebooteux, ça nous intéresse, les magnétiseurs en France, hein, je parle de la France, mais aussi les rituels de possession en Afrique, les accusations de sorcellerie au Maghreb. Enfin voilà, on étudie ces manières de penser les troubles et de les soigner et on soigne des familles, hein, on reçoit des familles de partout. Et on est une équipe, au départ une équipe d'universitaires, chercheurs, avec chacun ses spécialités, ses intérêts. Donc Nathalie, elle a fait sa thèse sur les enfants de survivants, et elle a initié au sein du centre Devreux depuis le début, hein, depuis même avant sa création, donc toute cette équipe et toute cette réflexion sur la prise en charge des survivants de la Shoah et de leurs descendants. Et c'est de cette expérience qu'on vous parle aujourd'hui. Mais on travaille aussi sur d'autres thématiques, et on travaille beaucoup sur le traumatisme, donc le traumatisme de la Shoah, mais aussi d'autres formes de traumatisme. Et on reçoit des familles de partout. Voilà, en 2 mots.